Un petit talk que j'avais donné aux rencontres des GDR, qui rassemble quasiment tous les chercheurs qui travaillent en écologie de la pollinisation, évolution des pollinisateurs, des relations plantes-pollinisateurs. Donc, c'est des domaines assez larges. Donc, il n'y a pas de rappel sur ce qu'est une abeille sauvage, par exemple, ou les basiques, parce que c'était sur un public averti. Mais pour les nouvelles têtes, donc les abeilles sauvages sont toutes les espèces d'abeilles autres que l'abeille dite domestique ou mellifère. Donc, il y en a un certain nombre. Le chiffre exact, c'est 977, quasiment 1000 en France métropolitaine. Alors, il y a souvent une confusion entre l'abeille domestique, on va dire ensauvagée, les essaims sauvages qui se baladent un peu partout et qui s'installent souvent en forêt, et les abeilles sauvages, mais ça n'a rien à voir. Dans les abeilles sauvages, on a par exemple les bourdons et plein d'espèces qui vont de 2 cm à 3 mm. C'est très diversifié. Voilà. Donc, on a un groupe de travail au GDR qui parle d'arbres et d'abeilles, et un peu moins largement de forêts et d'abeilles. Et donc, je vais faire une petite synthèse sur les relations entre les arbres et surtout la forêt et les abeilles sauvages. Donc, je pousse le petit truc qui me gêne là-haut. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait assez peu d'études finalement vraiment sur le rôle de la forêt, sur les communautés ou le fonctionnement des populations des abeilles sauvages en Europe et en France. Et il y a eu un petit changement d'intérêt en 2020 avec le rapport de la FAO sur les liens entre services de pollinisation et forêt. Sachant qu'en Europe, on est moins sur des études forestières et plus sur des études sur les interfaces, en particulier les lisières. Et souvent, on ne s'intéresse pas vraiment aux communautés en forêt, mais plutôt aux communautés des espaces ouverts, espaces agricoles, et comment la forêt peut aider ces communautés-là. Et c'est plutôt orienté mi-ouvert, avec une tradition de dire que les abeilles sont plutôt des espèces de mi-ouvert et pas de mi-fermé. Alors, ce n'est pas le cas partout, parce que quand on prend les études de cas de ce document-là, il y en a vraiment beaucoup en Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, Asie. L'Europe, par exemple, il n'est représenté que dans 4 études de cas là-dedans, c'est assez minoritaire. Et c'est surtout l'Europe de l'Est qui a fait des chercheurs en Europe de l'Est. Alors, il y a 2 gros papiers fondateurs sur le rôle des forêts sur les abeilles. Ils sont tous les 2 américains. Donc, les Américains, ça fait longtemps qu'ils prennent en compte les effets de la gestion forestière sur les communautés de pollinisateurs et en particulier sur les abeilles. Et donc, ce que je présente sort beaucoup de ces 2 papiers-là. Donc, le premier papier de gauche, qui est vraiment un papier plus opérationnel sur la gestion forestière, et l'autre beaucoup plus large avec plutôt l'intérêt des pollinisateurs, des forêts pour les pollinisateurs vers le milieu agricole. Donc, on s'intéresse aux forêts parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources spécifiques pour les abeilles dans les forêts. Donc, je vais vous passer les différents types de ressources qu'on peut y trouver. Donc, les premières, c'est les ressources florales. Donc, ça correspond au pollen et au nectar. Le nectar, c'est essentiellement, c'est pour la nutrition directe des adultes, et le pollen pour nourrir les larves, en gros. Et en forêt, on a cette spécificité qu'on a une grosse structuration verticale des ressources. Donc, on a sous-bois, milieu arbustif et canopée. On a beaucoup d'études au niveau du sous-bois, très peu au niveau de la canopée, surtout pour des soucis techniques, parce que c'est en haut. Et on a des résultats un peu contradictoires sur tout ce qui est strate arbustive, qui est souvent peu étudiée en elle-même, avec beaucoup d'idées que je n'ai pas vu tester dans la littérature, qui est plus on va avoir d'encombrement de cette strate, moins les abeilles vont passer dedans. Mais il n'y a pas de public qui atteste ça, en fait. Au-delà de cette structuration verticale, on a aussi une forte structuration horizontale, et dans chacune des strates, et ce n'est pas forcément la même structure à chaque niveau, ce qui rend aussi l'étude un peu compliquée. Et on a souvent beaucoup de ressources florales dans les ouvertures intraforestières, soit naturelles, soit artificielles. Donc ça va du chablis, la chute d'un arbre qui va créer une petite clairière, jusqu'à des coupes. Et traditionnellement, en forêt, dès qu'on ouvre le milieu, on va avoir
une biodiversité, une abondance de fleurs qui va augmenter fortement, pas forcément d'ailleurs des espèces végétales forestières. Et ça va attirer les pollinisateurs. On va avoir une augmentation de l'abondance et de la diversité des pollinisateurs dans ces trouées-là. Mais alors, il n'y a pas que des espèces d'arbres qui vont attirer les insectes parce qu'ils sont entomophiles, donc dont leur reproduction dépend des insectes. Il y a aussi tous ceux qui dépendent du vent et des deux à la fois qu'on appelle les espèces endophiles. Donc, les espèces endophiles, c'est des espèces dont la production de graines va dépendre à la fois de l'entomogamie, par exemple, et de l'anémogamie, pour ce qui nous concerne. En fait, chez les angiospermes, l'ancêtre, d'après les dernières études, l'ancêtre le plus commun est la pollinisation entomophile et pas anémogame. Ça, c'est chez les gymnospermes et tout ça. Et donc, quand on a de l'anémogamie chez les angiospermes, apparemment, c'est un caractère secondaire. Et donc, ces espèces-là, ils ne savent pas trop si c'est en cours d'acquisition ou alors un truc stable. Voilà, il y a plein de littérature là-dessus. Et donc, on se retrouve avec plein d'espèces anémogames qu'on ne prend pas en compte dans les études et qui pourtant fournissent énormément de ressources. Alors, en particulier, les noisetiers, les bouleaux, les charmes, les hêtres, plein de choses qu'on ne prend pas en compte d'habitude. Et aussi quelques conifères, mais avec des qualités de pollen un peu moins bonnes. Donc ça a des conséquences sur les études qui est de ne pas se focaliser sur le syndrome de pollinisation des espèces qu'on suit parce qu'en fait les abeilles sont capables de se nourrir un peu de n'importe quoi. Et ça, dans quasiment toutes les études, on trie la flore par leur caractère entomogame. Et l'autre point, c'est que comme on a les cultures anémogames qui sont visitées et qu'il y a beaucoup de pesticides dedans, on se retrouve potentiellement avec des pollutions des insectes qui vont récupérer le pollen dans les cultures. Même du blé, du maïs et tout ça, ça arrive. Donc pour résumer cette première partie, il y a la structuration horizontale verticale, les ressources de la strate arbustive, on ne sait pas trop par rapport à leur encombrement, lequel a le plus d'effets positifs ou négatifs, la prise en compte des anémogames, et deux autres points qui sont plus sur la temporalité des ressources que je développe un peu après, c'est que ces espèces-là sont un peu décalées par rapport aux floraisons mi-ouvert et ça va être important dans la continuité temporelle des ressources. On a aussi les masting trees, là, ceux qui produisent des graines de façon synchronisée avec des grosses productions, comme les chênes qui produisent des grosses productions de glandes certaines années par rapport à d'autres. Et apparemment, il y a la même chose avec les floraisons. Et donc, il y a des années avec beaucoup, beaucoup de ressources et d'autres avec moins. Et donc, il y a des variations interannuelles comme ça importantes des ressources. Donc ça, c'est tout ce qui est alimentaire, mais il y a aussi des ressources non alimentaires que je vais vous détailler. Et d'autres ressources alimentaires, mais qui ne dépendent pas directement des fleurs. Donc ça, c'est une super étude de Reiki et Leonhardt sur justement l'intérêt de considérer ces espèces végétales-là dans la conservation des pollinisateurs. D'autant plus que dans cette synthèse, ils regardent un peu la proportion des espèces qui dépendent de ces ressources non florales. Et en fait, suivant les grands groupes d'apoïdes, on a certains groupes qui sont à 100% dépendants de ces ressources-là et qu'en général, on ne prend pas en compte. Donc là, dans l'alimentaire, on a les miella, donc c'est des sécrétions d'insectes qui sont récupérées par les abeilles, de pucerons, de muscadelles, voilà. On a des miels comme ça, miel de chêne, miel de sapin qui viennent de là. C'est pas étudié en Europe, mais beaucoup dans les zones tropicales, parce qu'il y a tellement d'abeilles qui utilisent les miels-là que c'est utilisé comme système de piégeage à la place des bols colorés qu'on pulvérise du sucre sur les feuilles pour choper les abeilles. Donc ça peut être quand même assez important comme ressource, et en particulier à des moments où il y a des sécheresses. Ça fait aussi une ressource en eau. Ensuite, on a les résines qui sont utilisées dans la nidification. Pour plein de raisons, ça peut être pour construire le nid, pour l'imperméabiliser, réguler l'hygrométrie, pour des propriétés antiparasitaires, antiseptiques, ainsi de suite. Et il est mentionné aussi le camouflage olfactif des nids vis-à-vis des prédateurs, mais je n'ai pas trouvé de manip là-dessus.
Et ensuite, ce qui est le plus connu, c'est le site de nidification, donc les cavités dans les arbres qui peuvent servir de nid. Donc soit ce sont les grosses cavités pour les colonies de bourdons ou d'abeilles domestiques ensauvagées. Donc là, on va avoir tout ce qui est cavité de troncs, de branches. Soit les abeilles utilisent les trous de sortie des insectes saproxyliques, et donc des trous qui sont dans le bois mort, d'où le lien entre quantité de bois mort en forêt et diversité et abondance d'abeilles sauvages en forêt. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on a un lien entre la diversité des insectes saproxyliques et la diversité des abeilles, parce que qui dit diversité d'insectes saproxyliques dit diversité de taille de trous. Et donc, comme les abeilles ont des tailles différentes de préférence de trous, on a plus d'espèces qui nichent. Mais quand il y a eu des manips sur ces trous, on s'est rendu compte que le lien n'était pas totalement direct parce que le degré de saproxylation du bois mort entre beaucoup en compte. Quand on rajoute des nids artificiels, en forêt, en général, on augmente les populations, comme s'il y avait un manque de trous saproxyliques pour nicher. Mais quand on regarde les trous existants, et pas artificiels, donc ça c'est Westerfeld qui a fait ça, il a trouvé 5793 trous de coléoptères, il les a tous passés, il a regardé s'ils étaient bouchés ou pas, donc occupés ou pas. Il se retrouve avec à peine 2% de trous occupés, alors que quand on fait soi-même les trous dans des bûches, les taux ils sont à 30%. Et ça vient juste du fait que quand on met en place une manip avec des trous dans les bûches, on utilise un bois qui est assez frais, du bois mort frais, alors que dans tous les trous de collés observés, il y a tous les stades de saproxylation, il y a des stades qui sont pas favorables. Ça explique aussi pourquoi on peut avoir des liens entre le bois mort sur pied et les abondances diversité d'abeilles, mais pas avec le bois mort au sol, qui est plus dégradé, et les abondances et diversité d'abeilles. Et un autre point qui intéresse très fort Monsieur Larieux, qui est sur les galettes des Chablis, où il y a eu, côté américain, des espèces qui utilisaient spécifiquement ces environnements-là en forêt. Donc là, vous avez des petites photos sur la galette ou au niveau du sol, à l'endroit où le sol a été décapé par la chute de l'arbre. Alors, dans les autres points qui peuvent expliquer le lien des abeilles et des forêts, il y a l'effet refuge. C'est un effet tampon microclimatique. Donc, ça, c'est mis en avant, par exemple, pour l'hibernation des bourdons en hiver. Il y a de la litière, il y a un effet tampon sur les températures. Donc, ils ont tendance à hiverner en forêt. Il y a aussi une mention de l'effet tampon sur les canicules et les sécheresses, mais sans forcément de publi associé. Pour le vent, et des idées qui émergent sur la protection vis-à-vis des pesticides en zone agricole. C'est-à-dire qu'en général, plus on a de forêt dans le paysage, plus ça a un effet bénéfique sur les abeilles. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a des ressources spécifiques pour les abeilles, c'est peut-être juste parce que du coup, il y a moins de culture. Donc, en fait, il y a un effet de protection. Moins on a de culture, moins on a de pollution par les pesticides, et moins ça impacte les abeilles. Et il y a aussi des mentions sur l'effet repère des arbres. Donc ça vaut aussi pour les arbres isolés, les alignements, qui servent de repère pour se repérer dans les paysages et retrouver le nid. Ça est surtout étudié chez l'abeille domestique. Ça. Donc toutes ces ressources forestières vont être influencées par la gestion sylvicole. Et donc la gestion sylvicole, à travers de ça, va avoir un impact sur les pollinisateurs, qui soient spécialistes de la forêt ou qui utilisent la forêt à un moment donné de leur cycle de vie. Donc là, il y a quelques études essentiellement américaines sur l'effet de la gestion forestière sur les pollinisateurs, puisque eux, ils prennent en compte voilà, ces effets depuis plusieurs dizaines d'années. L'effet classique qui a été étudié, c'est est-ce qu'une forêt de conifères est moins ou plus favorable qu'une forêt de feuillus pour les pollinisateurs. Et ça, clairement, dès qu'on est en forêt de conifères, on a beaucoup moins de pollinisateurs, d'apoïdes et autres. Donc ça, c'est un truc classique sur l'abondance et la diversité. Déjà parce qu'au niveau ressources, il n'y a pas grand-chose. En général, c'est très dense, il y a peu de strates basses. Et le pollen est de moindre qualité que celui des feuilles. Et souvent parce que ce sont des peuplements
plantés pour la production, donc assez intensifs, monospécifiques, contrairement aux forêts de feuillus qui sont souvent plus diversifiées. Et donc, on a un effet négatif de la richesse, y compris en prenant en compte des traits de vie, quels que soient les traits de vie, de la proportion de conifères, soit à l'échelle paysagère, soit au sein d'un peuplement. Quand on regarde l'effet de la richesse des essences d'un peuplement sur les pollinisateurs, là, c'est assez peu étudié. Et en général, quand on regarde la richesse spécifique des essences, les études que j'ai trouvées prenaient les essences uniquement automophiles et pas toutes les essences. Donc, il y a des effets un peu dilués. Mais globalement, il y a un effet positif de la diversité d'essences feuillues sur la biodiversité des pollinisateurs, comme dans tous les groupes, dans tout le monde en fait. Avec certains groupes qui répondent plus ou moins suivant les traits d'histoire de vie, mais c'est favorable. Donc, il y a la composition du peuplement, mais il y a aussi la proportion de milieux ouverts, la fréquence des coupes, le type de coupe qui est réalisé dans le peuplement. Donc, qu'est-ce qu'on a comme ouverture possible? Il y a bon, les coupes, les éclaircies qui vont jouer sur la densité d'arbres, les feux dirigés suivant le pays où on est, le cloisonnement qui permet de séparer les parcelles et le passage des techniciens, les voies d'accès et de stockage pour l'exploitation du bois. En général, il me semble qu'on dit que 10% de la surface d'une forêt est en aire de stockage et création de routes pour sortir le bois. Donc ça fait quand même des grosses surfaces. Et les pistes défense contre incendie. Et j'ai pas mis, mais il y a aussi les passages des lignes électriques. Donc quand on se met dans les peuplements de conifères, en général, quand on est en début et en fin de succession, la richesse et l'abondance des pollinisateurs est meilleure. En début de succession, parce qu'il y a une strate herbe assez forte, et en fin de succession, parce que le peuplement est un peu moins dense. Et d'autant plus s'il y a des feux contrôlés d'ailleurs. Donc plus on a une ouverture du peuplement de conifères, plus c'est favorable aux pollinisateurs. Là, le KB, là, il n'y a rien. Il y a vraiment, c'est vraiment fermé. Ça parle à Amandine avec sa forêt des Landes. Il n'y a pas grand-chose dans ces coins-là. Dans les peuplements de feuillus, lorsqu'on a des coupes, des éclaircissages, on a une augmentation aussi de l'abondance et de la diversité des abeilles, mais on part de moins bas. On a quand même une base meilleure. Alors, ces ouvertures, donc je vous ai dit, dans les ouvertures, il y a beaucoup de fleurs en général, mais l'effet positif sur les pollinisateurs, ce n'est pas nécessairement lié à cette augmentation de ressources. Ça peut être aussi lié à des conditions climatiques, parce que dans certaines études où ils n'avaient pas d'augmentation de quantité ou de qualité ou de diversité de fleurs, il y avait quand même plus d'abeilles. Donc là, c'est sans doute des zones microclimatiquement intéressantes qu'elles recherchent. Les analyses que j'ai trouvées, les études que j'ai trouvées là sur ces liens entre les ouvertures de milieu et la diversité, elles partent un peu dans tous les sens. Et ça va dépendre en fait des traits des abeilles, parce que suivant les traits, ils vont réagir de façon positive ou négative à l'ouverture. Et donc, c'est un peu compliqué d'avoir une recette toute faite sur qu'est-ce qu'une bonne ouverture ou une mauvaise ouverture pour les abeilles sauvages. Et puis, ça dépend aussi beaucoup du type de gestion, bien sûr. J'ai remis une vieille carte que Marc connaît bien, qui date de mon postdoc, qui était sur un des grands bois de la ZEDA Pillard, de faire une reconstitution historique des coupes et des âges des différents peuplements. Et en fait, finalement, pour les pollinisateurs, comme pour beaucoup de groupes, ce genre de gestion un peu opportuniste, désorganisée, désynchronisée est plutôt pas mal, parce qu'on va avoir des zones plutôt anciennes, neuves, des recrues assez récents, des endroits qui vont être très fréquemment coupés, d'autres non, et tout ça va faire une sorte de mosaïque qui va être plutôt favorable à tous les groupes de pollinisateurs. Donc ça, c'est l'avantage en forêt privée. En forêt publique, c'est plus carré, il y a moins le cas. Il n'y a quasiment pas d'études sur l'intensité, la fréquence des coupes et leur effet sur la biodiversité des apoïdes.
ni sur leur historique, en fait. En règle générale, ça, c'est un truc qui n'est pas étudié. Voilà. Donc, c'est un peu tout. Ensuite, la gestion va agir sur cette structuration verticale des ressources. Il y a quelques études qui ont essayé de capturer les abeilles à différentes hauteurs. Il y en a très peu. Il y a la super étude de Cunningham qu'ils ont mis au niveau du sol à 10 mètres, 20 mètres et au-dessus de la canopée. Et l'autre, là, à droite, au niveau du sol et dans la canopée, donc avec des systèmes de poulies pour monter les bols et tout ça. Il y a une structuration des communautés en fonction de la hauteur, clairement. On n'a pas les mêmes communautés et on n'a pas les mêmes sex ratios femelle-mâle. Donc, ce qui laisse penser que suivant l'endroit, on a des comportements différents. En général, on a une communauté qui est bien différente au-dessus de la canopée. Et en dessous, on a des choses qui sont différentes mais qui se ressemblent plus. Hop, on va passer là. Ensuite, les effets temporels, ils sont super importants parce que, comme je vous disais, les arbres ils vont fleurir de façon décalée au milieu herbacé et aux cultures. Et donc, on a des points assez névralgiques dans l'année, en particulier tôt au printemps, que ce soit pour les arbres ou aussi pour la flore de sous-bois qui est vernale avec des floraisons très précoces, les jacinthes, les coucous, toutes ces espèces de primevères qui sont très précoces. Et donc, dans un paysage qui a peu de bois, on a vraiment des trous dans la fourniture de ressources. Il y a une étude pas mal là, de Mola là, sur les bourdons qui montre que, en fait, par exemple, les reines des bourdons qui sortent très tôt en saison vont très fortement dépendre des ressources fournies par les bois, alors qu'une fois que la colonie est installée, ils vont moins dépendre des bois, mais plus des autres types de milieux. Donc, même sur la structure de la colonie et la mise en place des colonies, voilà, la capacité à faire des nids et à bien démarrer sa colonie va dépendre plutôt des ressources en forêt que des autres ressources. Sur cette structuration verticale, on a souvent une différence temporelle. Donc là, vous avez les effectifs à côté des camemberts. Quand on est au printemps, on a plus d'abeilles dans les strates basses et moins dans les strates hautes au moment de la floraison. Et quand on est en été où il n'y a plus de fleurs, donc là, les abeilles elles viennent pour autre chose que pour les ressources alimentaires, c'est l'inverse. On en a moins en bas et plus en haut. Alors, ils n'ont pas d'explication, à part peut-être le fait qu'il y ait au niveau temporel, le printemps, c'est plutôt utilisation des ressources directes là où elles sont, et après, c'est plutôt des phénomènes de nidification ou de reproduction. Mais bon, ça n'a pas été trop étudié. Mais en tout cas, voilà, et puis les structures des communautés sont de toute façon très différentes parce que logiquement, ça, c'est la même étude qui montre ce croisement entre les strates basses qui vont avoir de plus en plus d'individus et de richesses les strates hautes qui ont de plus en plus d'individus et les strates basses qui en ont de moins en moins. Alors, eux, ils mettent ça en lien avec le bois mort dans le bouquet. Et sans doute qu'un compartiment de nidification qu'on sous-estime beaucoup, c'est justement les branches mortes bien exposées en haut avec des petits trous de saproxylique. Et que ce serait ça qui fait que à ce moment-là, c'est super intéressant. Et puis en plus, on trouve plus de femelles à ce moment-là. Quand on regarde ce qui se passe au-dessus de la canopée, là, on a plein de terricoles, donc ceux qui nichent dans le sol et pas dans le bois. Donc l'hypothèse, c'est qu'on attrape beaucoup d'espèces qui passent au-dessus des bois ou qui utilisent le feuillage pour avoir de la chaleur ou du repos, des choses comme ça. Alors ça, c'est que des hypothèses aussi. En dessous, on est plutôt sur des clavicoles qui utilisent le bois mort, quoi. En tout cas, ce qui se passe au-dessus, est-ce que c'est de la dispersion? Est-ce que c'est des trucs comportementaux? On ne sait pas. Mais ça se passe complètement différemment au-dessus. Et je crois que ça, c'est mon dernier point sur le bois mort. Lorsqu'il y a la gestion forestière, il y a aussi la gestion du bois mort. Donc, comme je vous disais, le stade de saproxylation semble important. Donc, par exemple, favoriser les chandelles par rapport au bois mort sur pied paraît une bonne option pour favoriser la nidification. Ça, c'est ce que vous avez dit juste avant.
Les espèces, en général, préfèrent du bois frais, peu dégradé, mais il y a quand même des espèces spécialisées du bois plus pourri. Et donc, l'idée derrière qui est présentée dans ces études-là, c'est d'avoir une réalimentation continue de ce bois pour avoir toujours des bois récents, des bois morts récents, en fait, de stade 1, 2 et 3, ceux qui connaissent la terminologie du stade de désapproximation du bois mort. Voilà. Et on a aussi, comme ils sont très dépendants des trous de saproxylique, tout ce qui va favoriser les saproxyliques va aussi favoriser ceux qui nichent dans ces qualités-là. Ah ben non, il y a un dernier truc, c'est quand on passe les engins, le sol est à nu, et donc là, ça peut intéresser les terricoles, en dehors des zones de compaction, bien sûr, parce que quand c'est trop compacté, ils ne peuvent pas nicher. Il y a une relation pour les terricoles entre sol nu et recouvrement par la litière. Plus ça va être recouvert par la litière, moins ils vont avoir de capacité à nicher par rapport à du sol nu. Voilà. Donc, lorsqu'on a des perturbations du sol par la gestion ou par les sangliers ou par n'importe quoi, ça peut avoir un effet positif sur les terricoles. Hop. Et donc, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que la forêt avait un rôle important pour les communautés d'abeilles sauvages, qui étaient un peu, mais voire très négligées en Europe, très peu d'études vraiment sur la forêt. Alors, c'est pas mal lié au fait qu'on n'ait pas d'espèces forestières. Il n'y a pas de, contrairement aux États-Unis ou aux zones tropicales, on n'a pas des espèces d'abeilles strictement forestières. On a des espèces d'abeilles qui utilisent la forêt à un moment. Ça peut être vraiment un point impératif pour leur cycle de vie, mais elles ne vont pas passer tout leur temps en forêt. Il y a beaucoup de points à approfondir sur la nidification. On connaît très peu de choses au final, très peu d'études. La circulation des individus entre milieux forestiers et agricoles, il y a quelques études, mais au final, rien de très fin. Lesquelles sont capables de rentrer, à quel moment, qu'est-ce qu'elles vont faire en forêt, comment elles ressortent, qu'est-ce qu'elles vont chercher en milieu ouvert, comment elles passent par-dessus aussi. Voilà. Et il y a aussi le point là qu'au niveau du GDR, on voulait creuser un peu, qui est le rôle de protection des forêts vis-à-vis des pesticides. Alors les pesticides en forêt, c'est un peu compliqué. Avant les années 2020, l'utilisation était autorisée en forêt publique. Donc il y avait beaucoup de phytosanitaires qui étaient pulvérisés contre les insectes en particulier, mais aussi les désherbants, beaucoup de glyphosate au moment de la plantation. Donc, il y a eu des grosses pollutions à ce moment-là, et maintenant, c'est plus autorisé, à part pour certains ravageurs, genre avec du BT ou des trucs comme ça. Par contre, en forêt privée, c'est beaucoup moins suivi, et on ne sait pas trop ce que mettent les gens. Et après, il y a l'effet de à quel point les traitements autour des bois vont rentrer dans les bois par dérive des phytos. Ça, c'est pas connu non plus. Donc, il y a sans doute un rôle de protection, mais qui a exploré. Voilà. Merci de votre attention.